Vieillir, mais c'est votre chance. C'est une chance. Vous, moi, nous tous, nous allons avoir la chance de vieillir. Je vous parlerai d'Huguette tout à l'heure. Huguette, elle était inquiète pour sa mémoire. Je vous en dirai plus. Brigitte, malheureusement Brigitte, elle n'a pas eu la chance de vieillir. Vous allez comprendre pourquoi. Huguette, Brigitte, vous, moi, eux, ils m'ont mis au défi d'aller manger au restaurant avec les doigts. Je vous en dis plus tout à l'heure. Alors évidemment, comme on a tous envie de vieillir, on s'imagine forcément que l'on va être en capacité de vieillir. Mais je pense que vous n'imaginez pas que vous allez vieillir en bonne santé. Vous êtes 78% à penser que ça va mal se passer. Or, ça finit plutôt bien. Parce qu'il n'y a que 20% de la population à 85 ans qui perd son autonomie. Et à 60 ans, c'est 2%. Donc finalement, c'est plutôt raisonnable. Alors peut-être que ça vous choque un peu, là, les vieux. Je vous dis les vieux. Mais vous, les jeunes, là, les jeunes, hein, les vieux, les jeunes, on est tous le vieux de quelqu'un, forcément. Et comme on est tous le vieux de quelqu'un, bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en 62, année de ma naissance, eh bien, on commence à réfléchir par une loi, la ROC, à le bien vieillir, c'est quoi? 60 ans après, dans peu de temps, eh bien, la société n'est pas toujours très, très bien adaptée à la perte d'autonomie et au vieillir. Disons que ça commence à venir, mais c'est plutôt embêtant. Alors évidemment, il y a 3 types de vieux. Les vieux actifs, comme moi, très actifs, très engagés dans la société, encore en activité professionnelle, voulant faire plein de choses et aimant la vie. Il y a les vieux vulnérables. Les vieux vulnérables, c'est un petit peu Huguette. Vous voyez, Huguette, 75 ans, avec des difficultés par rapport au fait qu'elle se plaint de sa mémoire. Alors elle vient me consulter, puis elle dit surtout ne dites rien aux enfants, hein, ni à mon mari, parce qu'il me priverait de sortie, je ne pourrais plus aller me promener comme je veux. Donc on reste en secret et on ne dit rien. Et puis il y a les vieux qui sont réellement en perte d'autonomie, au-delà de 85 ans. Ben oui, évidemment, ils veulent vieillir chez eux, donc ça peut être dans une maison avec un étage et un grand jardin, mais c'est ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas toujours très facile parce que, si vous voulez, parfois c'est un petit peu compliqué de s'adapter au fait que vieillir chez soi, ce n'est pas toujours simple. Et puis, il faut qu'il y ait autour d'eux une aidante ou quelqu'un qui puisse les aider réellement. Et ça, nous verrons après qu'ils sont nombreux. Alors évidemment, vous allez me dire, comment ça se passe après? Eh bien, en 2030, il y aura moins de jeunes de moins de 15 ans, avec les téléphones portables et l'intelligence artificielle, très vite, qui vont très vite, et il y aura beaucoup plus de gens au-delà de 60 ans qui feront société. Et eux, ils seront aussi avec leur téléphone portable. Ils ne comprendront pas toujours à quoi ça sert l'intelligence artificielle, mais en même temps, ils veulent rester branchés, jeunes, efficaces, dynamiques. Ils ont raison. Quelque part, ça leur donne le lien avec les jeunes. Mais vous avez dû remarquer que quand vous sortez de votre travail,
eh bien, vous allez faire vos courses, évidemment, ou vous passez devant un magasin pour pouvoir acheter quelque chose avant de rentrer chez vous. Et qui vous trouvez à la caisse? Les vieux. Ils sont là. Et pourquoi ils ne font pas leurs courses en décalé? Parce que c'est dur de vieillir seul. Ils vous expriment leur solitude. Ils sont là pour vous dire bonjour. Ils sont là pour vous voir vivre encore un petit peu. D'ailleurs, ce qu'ils vous disent souvent, ils disent « Tu verras quand tu seras vieille, tu comprendras ». Bon, moi je m'en rapproche, donc tout va bien. D'ailleurs, j'ai décidé d'être centenaire. Peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, je le souhaite. Parce que, effectivement, vieillir, ça entraîne des modifications. On le sait tous. Et progressivement, on sent son corps se modifier, se différencier. Des rides, on a du mal à marcher parfois, on a qu'est-ce que j'allais vous dire déjà? On peut avoir des problèmes de mémoire. Et oui, comme Huguette. Huguette, elle a des problèmes de mémoire, elle a un petit peu du mal à essayer de se souvenir certaines choses et elle a peur parce qu'elle ne sait pas comment le dire, mais elle trouve que sa mémoire n'est plus comme avant. Et vous imaginez bien que la mémoire, c'est une composante essentielle à la vie. La mémoire d'Huguette, c'est par exemple sa mémoire autobiographique. Votre mémoire autobiographique, c'est votre vie. C'est l'histoire de votre vie. Elle vous est propre, intime, choisie, généralement, et elle raconte votre vie, tout ce que vous vivez. Aujourd'hui, vous vivez quelque chose d'exceptionnel. Ça va être marqué dans votre mémoire autobiographique. Et alors la mienne, n'en parlons pas. Et puis, il y a d'autres types de mémoire. La mémoire sémantique. Alors celle-ci, on la partage tous. Si on vit dans un même pays, qu'on parle la même langue, qu'on a été scolarisé à peu près de la même manière, on va utiliser ce savoir et on va le partager. Et puis, progressivement, on peut alimenter cette mémoire sémantique. Huguette, elle ne perd pas sa mémoire sémantique. D'ailleurs, elle est tout à fait capable de vous réciter les récitations qu'elle a apprises à l'école quand elle était petite. Elle les connaît encore par cœur. Mais elle ne peut plus apprendre des nouvelles choses. C'est plus compliqué pour elle. Et puis, il y a un autre type de mémoire qu'elle a encore gardé, c'est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est ce qu'on apprend finalement et qu'on n'oublie jamais. On va être en capacité de retenir des informations motrices souvent, répétitives. Si vous savez conduire une voiture, vous saurez toujours conduire une voiture. Faire du vélo, apprendre à faire le café avec votre cafetière, et quand elle change, vous devez apprendre autre chose. Bref, la procédure, vous apprenez la procédure. Mémoire à court terme, mémoire à long terme, vous comprenez, court terme, c'était des choses pas très importantes à se souvenir. Long terme, je veux les garder, je vais les stocker, je vais les mettre dans ma mémoire pour longtemps. Mémoire implicite, à votre insu, vous apprenez plein de choses, vous n'en savez même pas. Mais votre cerveau, lui, il travaille pour ça. Explicite, des fois, je n'ai pas très envie d'apprendre, mais il va bien falloir quand même que j'apprenne. Et ma motivation va compter dans cette mémoire explicite. Mais le professeur aussi, la manière d'apprendre, tout un contexte. Bref, en fait, votre mémoire, c'est votre personnalité, mais c'est aussi ce qui va faire votre vie. Et Huguette, quand elle vient consulter, elle explique bien que c'est plus comme avant. Vieillir avec une mémoire qui n'est plus comme avant, ce n'est pas toujours très simple. Parce que ça va l'obliger à faire des efforts et parfois, ça va être difficile pour elle de se rendre compte que sa mémoire n'est plus comme elle était. Et puis, c'est le regard des autres. Les autres qui sont là, présents et qui lui renvoient «
Mais le gâteau, tu ne le faisais pas comme ça, au fait. Il était si bon avant. Alors qu'elle a peut-être oublié de mettre quelque chose dedans sans le vouloir. Et petit à petit, elle va se rendre compte de sa mémoire. Alors maintenant, ici, vous voyez Brigitte. Brigitte, malheureusement, elle n'a pas eu la chance de vieillir et aussi, quand elle vient consulter, elle explique que, franchement, son cerveau lui fait des mauvais tours. Son cerveau ne lui permet plus ni de lire, ni d'écrire, ni d'utiliser, par exemple, un décapsuleur ou quelque chose pour ouvrir une boîte de conserve. Elle ne sait plus comment faire. Puis la pire des choses pour Brigitte, c'est que quand elle va manger au restaurant avec sa famille, son mari notamment, eh bien, elle voit bien la fourchette, le couteau qui se trouve à côté de l'assiette, mais elle ne sait plus s'en servir. Et c'est un drame, parce que Brigitte, elle aime sortir. Elle est encore pleinement dans la vie. Elle a encore envie de faire plaisir aux siens. Donc, pour elle, ça reste difficile quand son mari lui dit « On nous regarde, prends ton couteau, prends ta fourchette, pique, attends, je te coupe la viande. » C'est pas tenable. De côté, c'est sa fille, Caroline. Caroline, c'est pareil. Tous les soirs, elle se dépêche de sortir du bureau. Elle va chercher les enfants, elle les emmène à la maison, elle les fait manger. Elle passe vite chez sa mère pour voir comment ça va, tous les soirs, de plus en plus, fréquemment. Parce qu'en fait, elle se rend compte que sa mère est en train de maigrir. Comment faire? Et puis, elle se souvient le fiasco que c'était pour l'anniversaire du petit au restaurant, chez Gaston. Tout le monde les regardait. Brigitte était là, à les prendre dans les assiettes, à répéter toujours la même chose. Alors ils sont partis, ils n'ont pas fini le repas. Alors, un problème, une solution. Hein. Brigitte, elle avait trouvé la solution, manger avec ses doigts. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Enfin, sûrement oui, à la maison, quand personne ne vous regarde. Il faut bien le dire. Mais construire des bouchées gastronomiques avec des jeunes dans les écoles hôtelières, c'est une bonne façon d'inviter Brigitte à continuer à sortir avec sa famille au restaurant, à se faire plaisir. Alors vous imaginez un petit peu la bouchée. Je pense que c'est croustillant, c'est beau, c'est noble, c'est la gastronomie française, respectée. Et pour Brigitte, c'est une très belle façon de lui rendre hommage. Parce que pour maintenir l'autonomie des personnes, pour faire société, pour éviter de les déstigmatiser et de leur donner un œil attentif, mais aussi de continuer à ce qu'elles puissent vivre avec leur famille dans la société comme tout le monde, je vous donne rendez-vous dans 10 ans au prochain restaurant chez Brigitte. Je vous remercie.